Bonjour, nous sommes avec le professeur Ada Ben Slimane, doyen de faculté à l'université Montpellier 3. Monsieur le professeur, pourquoi cette thématique? Alors, je voulais... cette thématique, en fait, s'inscrit dans un champ beaucoup plus global, qui n'est pas uniquement d'ordre économique, puisque je suis économiste de formation, mais c'est une thématique pluridisciplinaire et multidimensionnelle. C'est un champ qui touche tout le monde, les politiques, les universitaires, les scientifiques, les experts, mais également et surtout les citoyens. Voilà. Donc le climatique, la durabilité, le changement de l'écosystème dans lequel nous vivons pose problème et inquiète beaucoup de monde. Cette thématique s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle depuis très longtemps le changement ou le développement durable. Développement qui permet de satisfaire les besoins au sens classique de la définition de Brundtland en 87. Voilà, donc c'est ce qui donne aux générations futures autant ou plus d'opportunités que nous en avons aujourd'hui. Alors, si on regarde bien cette thématique-là, eh bien, elle s'inscrit dans la pluridimensionnalité. C'est-à-dire que la dimension économique est au cœur du système, mais la dimension sociale et environnementale sont autant d'artefacts qui sont pris en considération par le rapport et par les politiques aujourd'hui. D'autant plus que ce sont des politiques nationales, internationales, territoriales, locales, qui doivent être pensées à la lumière du changement climatique et donc de la durabilité de nos capacités, de notre biodiversité, de nos énergies, de nos productions, de notre mode de consommation en général. Quelles sont les causes? Alors, les causes du changement climatique sont nombreuses et diverses. Nous en avons la plupart des causes sont à l'origine humaine. La production, par exemple, de l'énergie est une cause extrêmement importante. Elle impacte le changement climatique. Nos besoins alimentaires également, nos besoins en ressources, l'exploitation des ressources, qu'elles soient minières ou autres. Et d'autant plus que cette production, tout azimut, eh bien, elle impacte nos sols, nos richesses. Là, on a plus besoin d'eau, on a plus besoin de terre, on a plus besoin de minerais, donc l'exploitation minière, etc. Donc toutes ces considérations qui ont trait au processus de production de nos biens, eh bien, affectent directement nos capacités et affectent directement le changement climatique, donc ou sont responsables du moins pour une bonne partie finalement des répercussions qu'on a sur le climat. Et pour ce séminaire-là, pourquoi vous avez choisi des élus locaux? Alors en fait, je pense que les élus locaux sont malgré tout au cœur du processus décisionnel. C'est vrai qu'il y a une relation directe entre ce que peuvent penser l'opinion et ce que peuvent finalement mettre en œuvre les politiques nationales. Mais quand on regarde finalement dans le processus de décision, indépendamment des grandes organisations, des grands pays qui sont à l'œuvre finalement pour mettre en considération cette problématique, nous nous sommes aperçus finalement que, in fine, en dernier ressort, c'est l'élu local, c'est le maire, c'est le responsable de la région qu'on appelle gouverneur ou préfet voilà. Et donc du coup, cette problématique, elle est fondamentalement inscrite dans une dimension locale et c'est même à la limite de façon microéconomique qu'on peut prendre finalement les décisions micro-sociales, microéconomiques, en général, pour mettre par agrégation, et je l'espère, permettre donc une politique nationale ou mondiale. D'ailleurs, souvent, les organisations sont des organisations mondiales lorsqu'on discute finalement du changement climatique. Vous n'avez qu'à voir les COP, les différentes COP, mais aussi des conseils, des associations sur la biodiversité, sur l'alliance, dernièrement l'alliance amazonienne, sur la captation du carbone, et puis tous les mécanismes qui sont mis en œuvre pour pouvoir finalement inciter avec
inciter donc aux gens, aux populations et aux États et aux différents territoires de mettre en œuvre finalement ces politiques climatiques. Mais, voilà. D'accord, est-ce que vous pouvez revenir sur les dangers? Les dangers sont, on les voit, je veux dire, les symptômes et les dangers sur lesquels on est d'accord tous, les inondations, les pluies torrentielles, dans des endroits où il pleuvait peut-être pas et qu'on n'arrive pas finalement à capter l'eau, c'est les incendies de forêt, on les voit dans pratiquement tous les pays du monde. Mettre en œuvre finalement ces politiques climatiques. Mais, voilà. D'accord, est-ce que vous pouvez revenir sur les dangers? Les dangers sont, on les voit, je veux dire, les symptômes et les dangers sur lesquels on est d'accord tous, les inondations, les pluies torrentielles, dans des endroits où il pleuvait peut-être pas et qu'on n'arrive pas finalement à capter l'eau, c'est les incendies de forêt, on les voit dans pratiquement tous les pays du monde, la désertification, le trou de la couche d'ozone, voilà. Mais essentiellement, donc, sont l'œuvre de la production humaine. Voilà, c'est nos activités. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Absolument, c'est nous-mêmes. Voilà, l'ethnopocentrisme qui consiste à dire que l'homme est partie intégrante finalement d'un système, d'un écosystème de la nature, il faut en tenir compte et malheureusement on n'est plus à l'idée finalement de Descartes qui estimait finalement que toutes les choses doivent être à la disposition de l'être humain. Non, il y a des conceptions qui sont autres aujourd'hui et qui doivent intégrer l'humain en tant qu'un élément parmi d'autres, comme toutes les espèces vivantes. Mais est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a des solutions, il y a des experts qui nous expliquent beaucoup de choses. Il y a bien sûr des scientifiques, des recherches sur ce qu'on peut faire. Il y a aussi la volonté politique, il y en a qui en ont, des pays qui mettent en œuvre les choses, d'autres un peu moins malheureusement. Mais je pense que, indépendamment de ce qu'on entend par volonté politique, par l'expertise, par-ci, par-là, par les scientifiques, parce que même les scientifiques, dans certains cas, ils ne sont pas toujours d'accord sur les moyens, ils sont d'accord sur les répercussions sur les symptômes, mais ils ne sont pas d'accord sur comment finalement permettre aux uns et aux autres de pouvoir solutionner ces problèmes-là. Mais je pense que, depuis le rapport Stern de 2006, où on peut voir finalement que il y a un livre blanc en fait, en clair. C'est nous savons que si nous ne prenons pas en charge ces problèmes, nous risquerions finalement de les payer très cher. Le rapport Stern. Voilà, le rapport Stern donc, qui est un rapport finalement. C'était en 2006. En 2006, mais c'est une projection un petit peu sur 200 ans, voilà, avec un facteur d'actualisation qui permet de pouvoir réfléchir un petit peu à ces considérations-là. Mais bon, là aussi, beaucoup de choses se sont dites. Il y a des gens, des scientifiques ou des politiques qui comprennent finalement ce rapport dans le bon sens, d'autres un peu dans le mauvais sens, qui estiment finalement que dans le long terme, comme disait Keynes, nous serons tous morts. Mais il faut penser aux générations futures et c'est peut-être le plus important pour nous. La Terre, on l'emprête à nos enfants. À nos enfants. Voilà. Mot de la fin, professeur. Eh bien, moi je suis optimiste et j'espère que la science et puis la volonté politique et puis les sociétés civiles, les humains prennent en compte finalement ces changements. Et moi je suis optimiste. Pourquoi? Parce que de plus en plus finalement, nos enfants considèrent que la Terre, le monde dans lequel nous vivons, est un monde fragile. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients que nous, les anciens, par rapport à tout ça. Mais il faut que les personnes changent de comportement aussi. Absolument. Mais c'est une éducation et il faut la donner. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Ce que je viens de dire par là, c'est qu'en fait, on est obligé de hiérarchiser les espèces, d'autant plus qu'il y a des espèces qui, de par leur action, nuisent à la nature,
et d'autres permettent finalement de la régénérer. On ne peut pas dire que la production énergétique, qui est essentiellement due à l'être humain, soit de la même nature que l'espèce abeille, n'est-ce pas, ou les espèces finalement qui permettent à la végétation de se nourrir d'elle-même. Voilà. Donc ce sont finalement deux manières de penser la nature radicalement différentes. L'espèce vivante ou l'écosystème particulier sont respectables comme réalisation remarquable de la nature, bien entendu. La dimension esthétique d'une réalisation renvoie à une dimension fondamentale de la réalité. Là aussi, on peut parler donc d'un esthétisme environnemental, puisque la nature, elle est aussi un fondement extraordinairement important dans l'écosystème, mais aussi dans l'agrément de ce système-là. C'est-à-dire qu'il y a une dimension esthétique. Les éoliennes. Voilà. C'est ce que je disais. Ouais. Qui est extrêmement important pour préserver un petit peu ce côté de la nature, qui est la nature, elle est par sa dimension, j'allais dire, naturelle, elle est belle. Donc la défigurer par une production énergétique, quand bien même elle pourrait s'apparenter à une production écologique, elle dénature la nature, si je puis dire, c'est peut-être un peu... Et comme telle, finalement, il faut faire respecter ce côté-là par, bien entendu, l'application de règles juridiques, mais par la volonté politique, on en parlait hier, mais aussi par l'apport finalement d'une réflexion urbanistique qui est extrêmement importante de nos jours, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On ne peut pas construire n'importe quoi. On ne peut pas, aujourd'hui, vous avez finalement des populations qui sont heurtées par, des fois, la multiplication de certaines usines construites en plein milieu d'une agglomération où vous avez finalement des populations qui y vivent. Et d'ailleurs, indépendamment de l'apport, par exemple, de certaines industries au confort des humains en général, les premiers impactés, c'est la population environnante. Voilà. Lorsqu'on construit, alors je vois au Sénégal par exemple, parce qu'on parle du Sénégal, vous avez une centrale à charbon de Sendou, voilà, qui est vraiment contestée. Et pourtant, le gouvernement estime finalement que c'est nécessaire, cette construction finalement de charbon. Alors, bien sûr, il y a la nécessité finalement de produire de l'électricité, et ça on le voit dans tous les pays du monde, hein. C'est important, l'énergie, pour pouvoir finalement avancer dans tous les domaines, mais en même temps, on ne peut pas avancer au détriment de la santé de la population, et on ne peut pas avancer au détriment également de la nature, parce qu'aussi, il y a non seulement une destruction de la santé, du bien-être en général des individus, mais en même temps du microclimat dans lequel s'insèrent souvent ces entreprises. Alors il y a toujours un arbitrage entre faut-il plus d'éoliennes ou moins, faut-il des centrales nucléaires ou pas, faut-il des centrales à charbon ou pas, faut-il des... Voilà. Alors, on ne peut pas... Alors on peut produire l'électricité par beaucoup de choses, par beaucoup de moyens. Mais on nous dit le soleil, oui, mais le soleil, il faut le capter. Voilà. Et pour le capter, il faut des panneaux photovoltaïques, il faut les fabriquer. Et pour les fabriquer, on dépense de l'énergie. Il faut les recycler. Et là, il faut construire des usines de recyclage. Voilà, qui sont pas toujours faciles et qui sont des fois très chères à mettre en œuvre. Et ça impacte malgré tout une usine qui recycle des déchets, des matériaux physiques et d'autres matériaux, des déchets alimentaires, parce que nous,
les déchets les plus importants, c'est nous qui les fabriquons. Voilà. Voilà. Tout cela, ça doit rentrer dans une espèce de hiérarchisation des valeurs qui doit être pensée et réfléchie pour permettre finalement une croissance et un développement soutenable et durable. Donc, soit c'est quelque chose qui est utile, soit elle ne l'est pas. Et la rationalité économique, elle a pendant très très longtemps œuvré un petit peu dans cette direction, si je puis dire. Voilà. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la valeur des choses. Si une chose n'est pas utile, elle n'a pas de valeur. D'où la contestation, les contre-exemples en termes de l'or, par exemple. L'or est-il utile? Voilà. Alors, mais par contre, l'or est rare, quelque part. Et donc, ce qui a fait finalement la dimension de la valeur qui a les deux considérations, l'utilité et la rareté. Voilà. Donc, ce qui fait que l'environnement, lui aussi, si on considère finalement l'utilité de l'environnement, elle existe, et là, c'est indispensable à la survie de l'humanité, mais en même temps, sa rareté, puisque rien n'est disponible dans cette nature de façon indéfinie et extensible. Donc là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc je vous disais, Descartes n'a aucun respect pour l'environnement. Alors le mot respect, il est peut-être un peu exagéré. Quand il dit aucun respect, quand on dit aucun respect, ça n'est pas, il ne respecte pas l'environnement. Il dit simplement qu'il y a une hiérarchisation des espèces et que l'espèce humaine est la plus importante. Et elle doit en disposer de toutes les autres. Voilà. Alors on perçoit combien de telles présuppositions conduisent à une utilisation, j'allais dire, sans considération aucune de la nature sous toutes ses formes. Agriculture, pêche, élevage intensif, épuisement des minerais, pollution de toutes sortes, etc., etc. Voilà donc cet aspect, cette première approche qu'on appelle donc l'approche, j'allais dire, d'animal-machine au sens de Descartes. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'écologie scientifique, qui est porteuse d'une toute autre vision du monde. Alors, elle est due, cette réflexion, au botaniste britannique Arthur George Pronsley, qui en 1937 avait donc popularisé, même l'inventé, le concept d'écosystème, qui va révolutionner les rapports scientifiques à la nature. Mais en fait, ce rapport-là, cette dimension-là existait déjà bien avant. Pas au sens écosystème, au sens où ça se rapporte finalement au climat, etc. Mais il y a eu un autre scientifique, donc également, qui est Bertrand Amphi, donc Ludwig von Bertrand Amphi, dans la théorie des systèmes, lui aussi, botaniste et systémicien, dans les années 30, qui avait écrit un livre sur la théorie générale des systèmes, où il montre un petit peu la relation entre les espèces en général. Voilà. Et Pronsley avait un tout petit peu, s'est inspiré de ce travail systémique du botaniste et a popularisé un petit peu ce concept et il l'a rapporté un petit peu à la nature. Ce concept renvoie à l'ensemble des interactions des diverses espèces vivantes entre elles et de l'ensemble du vivant avec le milieu physique, sol, air, climat, etc., etc. Voilà. Et donc du coup, on est directement dans une approche systémique où l'humain, mais tous les autres organismes de la nature et du vivant en général font partie de cet écosystème. Oui, j'écoute, j'interviendrai après. Ouais. J'interviendrai après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, de nombreux penseurs jugent l'approche écologie scientifique insuffisante. Les adeptes de l'écologie profonde, la deep écologiste,
voilà, par exemple, estime que le cœur du problème dans l'approche scientifique, y compris écologique, est l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme, définition très simple, hein, où l'humain, au vivant, donc, intègre l'humain au vivant dans son ensemble, sans lui accorder de statut particulier. Oui. Voilà. Donc, quand on regarde un petit peu, quelle est la définition de ce concept-là, eh bien, la mouche, ou le ver de terre, ou l'oiseau, ou même l'arbre, ben, il a la même place que l'être humain. Voilà. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais là aussi, vous avez des pourfendeurs, des adeptes, et des gens qui expliquent finalement que, bien entendu, l'humain n'a pas le même rapport, etc. Et ne serait-ce que si on regarde un petit peu l'écologie scientifique, eh bien, on ne considère pas le ver de terre lui-même pareillement. Et alors si on se rapporte à Descartes, lui, c'est tout autre chose. Avec le professeur Belabas Noureddine, juriste publiciste. Monsieur le professeur, pourquoi l'environnement? Pourquoi l'environnement? Tout simplement parce qu'il fut un temps où l'environnement était une question parmi tant d'autres. Mais de nos jours, compte tenu de l'importance de la question environnementale, l'environnement peut être considéré comme une matrice, voire un paradigme. C'est-à-dire un ensemble de questions, un ensemble d'hypothèses, un ensemble de problématiques qui, abordées, n'est-ce pas, sous des angles divers et variés, peut nous permettre de nous faire une idée sur la manière dont un État se comporte, un groupe d'États se comporte, ou bien la manière dont tout simplement le monde se comporte. D'accord ? Donc c'est ce changement d'échelle, ce changement de teneur, ce changement de contenu qui fait que l'environnement intéresse tout le monde. L'environnement, il n'y a pas un parti politique qui ne s'intéresse pas à l'environnement, il n'y a pas un citoyen qui n'est pas concerné par l'environnement, il n'y a pas une question politique qui n'a pas un volet environnemental, etc., etc., etc. Mais monsieur le professeur, donc dans ce cas-là, quel est l'impact, la nuisance engendrée par les éoliennes pour les populations? Alors, s'agissant des nuisances, écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais il m'est arrivé de lire un certain nombre de choses là-dessus. Il y a ceux qui considèrent que les éoliennes présentent des avantages, peuvent être bénéfiques pour les populations qui vivent sur les territoires sur lesquels elles ont été installées, mais il y a aussi ceux qui considèrent qu'à côté de ces bénéfices, il y a un certain nombre de nuisances liées au bruit, au fait que ces éoliennes, effectivement, peuvent porter atteinte, notamment, peuvent avoir des incidences sur des populations, des nuisances ornithologiques, par exemple, les oiseaux, les animaux, etc. etc., etc. Mais quelle stratégie implanter pour limiter l'impact environnemental et climatique dans les zones d'exploitation minières? Chez nous, là, il y a des zones d'exploitation minière. Voilà. Toujours les éoliennes. Ouais. Écoutez, là, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais la décision doit résulter d'une concertation. C'est-à-dire que le spécialiste a son mot à dire, l'homme et la femme politique ont leur mot à dire, et les populations ont leur mot à dire. Voilà. C'est ça la démocratie. Voilà. Quand on est animé par l'idéal démocratique, il faut que la décision, même dans ce domaine, soit le résultat d'une concertation, d'une synergie entre. Il faut qu'il y ait que les hommes et les femmes politiques participent. Il faut que les spécialistes participent. Il y a des spécialistes des éoliennes. Effectivement. Voilà. Et il faut que la population soit associée. Voilà. Il ne faut pas que la population soit ignorée. Dire, voilà. Parce qu'une éolienne, ça ne détruit pas seulement l'environnement au sens esthétique du terme. Vous avez une belle vue, vous avez une éolienne, il y a des moments où c'est absolument affreux. C'est affreux. Mais si cette éolienne peut apporter un certain nombre de choses à la population, en termes d'énergie, en termes, etc., d'indépendance énergétique, etc., c'est une très bonne chose. Donc,
c'est toujours la même chose. Il faut que toutes les personnes concernées, ça c'est très important, il faut que toutes les personnes concernées, quel que soit d'ailleurs le pays, il n'y a pas des pays qui sont plus adaptés que d'autres, ou il y a des pays qui sont, comment dire, plus préparés. Non, il faut absolument instaurer ça dans les plus petits, même dans les plus petits pays. Il faut que la décision soit le résultat d'une concertation. Ça, j'y crois fondamentalement. L'impact sur l'homme, sur la vie de l'homme. Ben, Quel est l'impact du climat sur la vie de l'homme? Mais ça change absolument tout. Je veux dire, à partir du moment où il fait plus chaud, à partir du moment où il y a moins d'eau, à partir du moment où il y a des espèces animales et végétales qui disparaissent, il est certain que l'homme et la femme ne peuvent plus vivre de la même manière. Tout est impacté. Ça, c'est tout. Je veux dire, quand il fait plus chaud, c'est tout. C'est comment se vêtir, c'est comment manger, c'est comment se déplacer, c'est comment quand on a la possibilité de choisir entre prendre le train et prendre un avion, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre le train et pas l'avion? Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre le train et pas sa voiture? Qu'est-ce qui fait? Je veux dire, tout. Le tri des déchets. Je veux dire, maintenant, de plus en plus, vous avez des gestes que l'on ne faisait pas il y a quelque temps qui consistaient à trier les déchets. Donc, dans ce cas-là, il faut communiquer. Il faut que le monde communique. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut tenir un discours qui soit à la portée de tous. Parce que il n'y a pas un discours sur l'environnement, il en existe plusieurs. Il y a par exemple un discours savant que tiennent les spécialistes, les écologues, les glaciologues. Non, de plus en plus, vous avez des gestes que l'on ne faisait pas il y a quelque temps qui consistaient à trier les déchets. Donc, dans ce cas-là, il faut communiquer. Il faut que le monde communique. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut tenir un discours qui soit à la portée de tous. Parce que il n'y a pas un discours sur l'environnement, il en existe plusieurs. Il y a par exemple un discours savant que tiennent les spécialistes, les écologues, les glaciologues, les climatologues, etc., etc. Et puis, il y a, à mon avis, une mission qui incombe aux femmes et aux hommes politiques, qui est celle de rendre tout ça accessible à tous. Quand un homme ou une femme politique, sur un territoire, prend la parole pour dire, écoutez, il faut faire un petit effort, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut, etc., etc. Comme les élus. Absolument. Les élus, ils ont un travail qui est considérable, un travail de pédagogie qu'il faut faire. Et répéter, ne pas hésiter à répéter. C'est comme ça que les idées que véhiculent les discours peuvent pénétrer, n'est-ce pas, les esprits et engendrer des pratiques qui sont appropriées, qui sont adéquates. Monsieur Belabas, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie beaucoup aussi. Merci beaucoup.